La Place du Souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et du Patrimoine historique du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons e-souvenir, un concept qui a pour but de faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Anna Zinga, la reine de Ndongo et de Matamba. Merci beaucoup, je suis très content de vous retrouver dans cette séquence très importante de la Place du Souvenir africain pour évoquer avec vous ce que vous appelez les grandes figures. Et j'aime bien cette formule, les grandes figures. Ils ne font pas de la figuration, c'est vraiment des grandes figures, c'est-à-dire des personnalités qui ont marqué leur époque et qui, marquant leur époque, ont aussi marqué comme des modèles, comme des exemples, toutes les générations qui ont suivi. On a en Afrique de très belles figures, de très grandes figures. Généralement, on les cite, souvent, plus souvent ce sont des hommes. Chez nous, on parle de Lat Dior, de Alpouri, de Sékou Touba, de El Hadji Malick, on parle de Senghor, on parle de Mamadou Dia. On parle de beaucoup d'autres qui sont des héros ou des figures historiques. En Afrique, parmi les hommes, il y a Tchaka Zulu qui sort du lot, mais on a tous les autres, les Houphouët-Boigny, les Nkrumah, les Sélassié, etc. Pour la plupart, c'est des hommes, parce que dans des sociétés un peu des phallocratiques, où les hommes ont souvent dominé, ils ont été mis devant. Mais il y a des femmes. Il y a des femmes. Il y a beaucoup de femmes. Il y en a plus qu'on ne le soupçonne d'ailleurs. On connaît bien chez nous les femmes de l'air, on connaît Aline Sitoé, on connaît les mères, les mamans, les grands hommes, notamment nos grands chefs religieux, à l'instar de Mame Diarra Bousso, et à l'instar de Kaolack, etc. Ici, nous avons l'opportunité de parler d'une femme, de parler encore d'une femme, à la Place du Souvenir. Il s'agit de Anne Zinga. Anne Zinga voit le jour en 1581. Elle fut la reine du royaume de Ndongo et de Matamba, actuel Angola. Le monde qui l'entoure est en plein contexte de construction des grandes puissances du monde sous la bannière du commerce outre-Atlantique vers les terres de l'Afrique, considérées comme des terres vierges et apostoliques. L'érection des comptoirs de commerce dans les contrées africaines avec les navires et la couronne portugaise vers l'Afrique centrale, plus stable avec les flots de navigation du fait des vents courants et très propice vers la Corne de l'Afrique depuis l'isthme des Accords, participera à créer une récurrence commerciale de haute envergure vers cette partie de la région méridionale de l'Afrique. Cette réalité marquante de l'histoire politique des peuples d'Afrique et d'Europe prit une allure coloniale envers les tribus et clans de l'Afrique avec une dimension éminemment guerrière. Des accords de franche immunité territoriale avec des plans de reconfiguration de la cartographie politique, d'implantation des comptoirs commerciaux à coloration dominante et négrière commencèrent en Angola médiévale. Cette situation se caractérisera par des concertations et plans de diplomatie territoriale fort houleux, dont la reine Anne Zinga en fut l'une des figures marquantes entre le XVIe et le XVIIe siècle. Cette personnalité est remarquable. On dirait dans certaines formules, c'est une identité remarquable. Elle est une identité. Parce que cette femme, figurez-vous, qui est princesse d'abord, avant d'être reine, avant de diriger cet empire, ce double empire, eh bien, cette femme a quand même vécu près de 80 ans. Ce n'est pas peu pour quelqu'un qui a occupé le devant de la scène. Très tôt, à l'âge de 22 ans à peu près. Parce qu'elle est princesse de ces deux États de Luanda, de Ndongo et de Matamba, qui sont l'actuel Angola. Elle est princesse, mais elle a été préparée à jouer son rôle, d'abord par son père. Son père qui était le roi, l'a toujours amené avec elle, avec lui, dans ses sorties diplomatiques, mais également dans ses aventures guerrières. Si bien que cette jeune femme, toute petite, adolescente déjà à l'époque, nous sommes à la fin du XVIe siècle, elle était déjà
préparée au métier des armes, sans avoir été elle-même soldat ni général, mais enfin, elle est préparée à ce métier-là. Elle a été préparée par son père sur le plan diplomatique aussi, parce qu'elle était présente chaque fois que son père recevait des grandes personnalités, chaque fois qu'il y avait des événements qui nécessitaient une touche, disons, diplomatique. Elle était là, elle voyait faire. Elle a été aidée du fait aussi qu'elle est d'une grande culture, très grande culture. On s'étonne qu'à cette époque-là, elle ait eu cette culture-là. Elle a eu une culture livresque, bien entendu, mais ensuite la culture des échanges, qui est la culture générale, la vraie, qui est faite de curiosité. Elle a parlé portugais très tôt, en plus de la langue de chez elle. Du coup, elle était donc en mesure de partager avec beaucoup. Elle a eu une formation diplomatique aussi, parce que son frère, celui qui a remplacé le papa au trône, avait eu maille à partir avec notamment les Pays-Bas, la Hollande et bien sûr le Portugal. Et c'est elle qui a été envoyée par son frère pour aller négocier un traité de paix. C'est un épisode que l'on reprend très souvent. Il y a un professeur, une dame, une américaine, qui a beaucoup écrit sur cette question-là, sur Nzinga. Et il raconte cette anecdote où Nzinga, arrivant chez le gouverneur, a refusé de s'asseoir par terre. Parce que le gouverneur voulait que tout le monde, tous les Noirs, s'asseyent par terre. Elle a refusé. Et c'est à une de ses escortes qu'elle a demandé de se mettre à genoux et s'est assise sur le dos de cette personne, pour montrer qu'elle n'est pas du rang à se mettre par terre. Elle n'est pas un reptile, pour ainsi dire. Donc, une femme qui a été préparée très tôt à exercer. Ensuite, elle a pris le pouvoir à la mort de son frère qui est resté avec 5-6 ans au pouvoir. Et là, elle a pu montrer toute la force de son engagement, qui est fondé d'abord sur un patriotisme très fort. Le souci de construire un État avec les règles normales d'un État, structuré, organisé, une force armée, j'ai dit tout à l'heure sa diplomatie, sa capacité aussi d'entrer en contact avec les autres peuples, avec les autres pays, y compris les pays européens. Parce qu'à cette époque, il y avait deux grandes questions. La première, c'était l'occupation de nos terres, de l'Afrique, par les puissances coloniales. On est bien loin de la conférence de Berlin, qui interviendra 2 siècles après. Il y avait déjà cette volonté, notamment des Portugais, d'occuper l'espace, cet espace de chez nous, de l'Afrique, mais aussi l'espace outre-Atlantique, parce qu'ils se sont développés aussi au Brésil, de l'autre côté, en face. C'était donc un des points fondamentaux, l'occupation des terres. Et comme au Sénégal, ça s'est fait 1 siècle après, l'occupation va avec des accords, des traités, des négociations. Et Nzinga avait l'art de négocier et de remettre en question tous les traités qui n'étaient pas favorables à son pays. Donc elle l'a fait avec beaucoup de brio, remportant ainsi des victoires en face de ces Hollandais et de ces Portugais. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, il y avait aussi un important commerce d'esclaves. Ça, c'est peut-être le plus gros élément. Des centaines, des milliers d'esclaves étaient déportés, pris chez nous, achetés, pris en rasière, vendus à l'encan, comme dit un messager, et puis voilà, transplantés dans les autres pays. Cette activité, qui à un moment donné avait paru normale, parce que quand ça dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, un siècle, ça devient presque quelque chose de normal. On achète des esclaves comme on achète du thé, comme on achète du sucre, comme on achète une denrée quelconque. Mais une des batailles de Nzinga, c'était aussi la lutte contre l'esclavage et les esclavagistes. Une bataille terrible, parce que ce n'était pas seulement son petit royaume de l'Angola, de Ndongo et Mutamba qui étaient intéressés, mais c'était tous les pays autour, dont le Congo, avec qui le Luanda, l'Angola d'aujourd'hui, avait des relations qui étaient des relations quelquefois constitutionnelles.
Du coup, Nzinga a traité la question de l'esclavage, pas seulement en tenant compte de son terroir, mais de l'ensemble des pays qui étaient autour de son pays. Des batailles, elle en a mené. Elle n'a pas gagné toutes les batailles, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle a eu des victoires, et elle a eu aussi des défaites. Mais elle a su rebondir après chaque défaite pour négocier. Cette capacité, j'insiste bien là-dessus, sa capacité de négociation, sa capacité de convaincre l'autre. Elle est allée jusqu'à changer de religion et à devenir chrétienne pour pouvoir faire passer beaucoup d'idées, beaucoup de ses opinions, beaucoup des droits qu'elle voulait avoir et passer par là. Et en changeant de religion, elle a pris pour marraine le gouverneur portugais de la zone. Et c'est l'épouse du gouverneur du Portugal, à Luanda, qui était sa marraine. Donc vous voyez cette capacité de s'allier avec celui qui est considéré comme un ennemi, en réalité. Mais la politique, c'est aussi ça. C'est une vue très lointaine, une stratégie et une manière progressive d'y arriver. Elle avait cette capacité à Nzinga. Donc elle a eu des défaites aussi, des défaites cinglantes dont elle s'est remise. Elle a eu des victoires éclatantes. Mais ce qu'il faut retenir de cette femme, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la légende, du légendaire, vous employez le mot légende pour parler de Nzinga. Parce qu'elle est grandiose, elle est énorme en légende. Aujourd'hui, elle est devenue vraiment un mythe. Plus qu'une légende, elle est devenue un mythe. Quand l'Angola a accédé à l'indépendance, avant même l'indépendance, vous savez, l'Angola, comme beaucoup d'ex-colonies portugaises, ont obtenu l'indépendance après une guerre. La Guinée-Bissau, l'Angola et tous les pays là ont fait la guerre. Et le mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA, très célèbre parti avec un homme d'État magnifique, Agostinho Neto, qui dirigeait ce parti et qui dirigeait le combat. C'était à la fois des politiques et des guerriers. Eh bien, dans le mouvement de lutte avant l'indépendance, avant 1975, le modèle sur lequel les gens s'inspiraient, c'était Nzinga. C'est Nzinga qui a donné corps et âme aux forces qui se sont battues pour goûter l'or, le colon. Elle est l'image typique que chacun portait en soi pour ne pas déchoir. On ne peut pas faire moins que Nzinga. Voilà ce que les gens se sont mis dans la tête pour combattre le régime colonialiste du Portugal. Mais ces hommes d'État, Neto dont j'ai parlé tout à l'heure, et tous ceux qui étaient avec eux, dont des femmes, qui sont un peu des clones de Nzinga, eh bien c'était aussi des gens qui savaient porter la parole. Parce que Nzinga, elle avait la parole belle. Et elle avait la parole belle. Elle parlait bien. Elle parlait poésie, image. Elle était séduisante aussi derrière sa force de dirigeante, de leader. Il y avait, peut-être même à cause de ça, il y avait cette capacité à dire, à se formuler, à s'exprimer. C'est ce que Neto reprendra plus tard, Agostinho Neto, qui lui était un poète. Et ça fait penser, ils étaient deux d'ailleurs en Afrique à avoir été chef d'État et poète de cette manière, c'est Neto et Senghor. Et Neto a beaucoup chanté Nzinga. Et donc, après, à l'indépendance, puisque Nzinga était le modèle qui a permis à l'histoire de se faire, elle a fréquenté les colons qui étaient là, nous sommes au 15e siècle, 15e, 16e siècle. Eh bien, 16e, 17e siècle, pardon, 16e, 17e siècle. Nzinga connaissait déjà les Portugais. L'indépendance est intervenue en 1975, donc au 20e siècle. Eh bien, ils ont fait deux choses à Luanda.
enfin en Angola, mais dans la Luanda et dans la banlieue de Luanda. Et deux choses magnifiques. Une des principales rues, sinon la principale rue de Luanda, porte le nom de Anzinga. Mais mieux, il y a une statue qui a été érigée pour, disons, installer sur le socle définitivement cette personnalité. Le deuxième aspect, le dernier aspect sur lequel il faut insister, c'est qu'Anzinga pourrait être une personnalité, un homme une femme d'État, une véritable femme d'État, qui a perdu le pouvoir en réalité à un moment donné. Son petit frère est venu jouer le rôle de roi. Oui, mais Anzinga a gardé le pouvoir réel. Elle n'est pas le pouvoir sur le trône, mais le pouvoir réel. C'est elle qui donnait les instructions, c'est ce qu'elle voulait que les gens faisaient. Même quand elle est devenue vieille, à 70, 75, 80 ans, elle était encore présente. Et tout le monde l'écoutait et tout le monde lui parlait. Donc cette Anzinga est donc la référence. Elle ne s'est pas contentée, du point de vue en tout cas de l'histoire, de rester le modèle du leader, de la femme au pouvoir, de l'homme d'État, mais elle a été aussi l'inspiratrice de tout un mouvement africain, féministe, pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. On peut évoquer le personnage de Anzinga comme une des premières féministes. Et son combat est allé très loin dans ce sens-là. Et aujourd'hui encore, les femmes rwandaises, comme on dit, de l'Angola, les femmes angolaises, se rappellent cela et profitent des premiers pas qu'elle a fait. Donc féministe. Mais ensuite, panafricaniste. C'est l'élément, je crois, aujourd'hui, qu'on pense à la construction de l'Afrique et qu'on est à la place du souvenir africain, il est bien de noter que Anzinga avait une vision de l'Afrique qui était extrêmement intéressante. Nous sommes, encore une fois, 4 siècles derrière nous. Mais il avait cette vision-là, de sortir de Matamba, de Ndongo, de sortir de l'Angola, pour imaginer, je l'ai dit tout à l'heure, ces accords avec le Congo à côté, et tous les pays qui sont autour, et qui après ont développé ce qu'on appelle l'agenda 63, parce qu'en 1963, ils ont créé l'Organisation de l'Unité africaine. Anzinga y a pensé déjà avant. Et il y travaillait déjà, en signant des accords avec tout ce qui était autour et en participant au combat réellement sur le terrain avec les armées des pays qui se battaient, avec le souci fondamental que ce combat-là n'est pas fait pour un pays, pour une région, mais que c'est pour un ensemble beaucoup plus vaste qui est aujourd'hui l'ensemble de l'Afrique. Voilà cette femme, Anzinga, qu'on appelait aussi Djenga, selon les régions, la prononciation pouvait évoluer. Anna, ou Anne, chez nous, les griots l'auraient chanté en remontant à ses parents, son père et sa mère, tous deux des princes, d'une prince et d'un royaume, de 2 royaumes qui ont existé plusieurs siècles avant, une tradition, et qui ont fait que cette femme bénéficiait d'un respect, mais d'un grand respect. Je pense qu'il est important de se souvenir de Anzinga, parce qu'elle a fait tout ça, parce qu'elle a ouvert l'Afrique au monde, parce qu'elle s'est battue pour l'indépendance, elle s'est battue contre l'esclavage, elle s'est battue pour le monde, elle s'est battue pour une Afrique toujours dynamique, renaissante. Elle s'est battue pour qu'il y ait la bonne entente entre les pays, entre les peuples. Elle était une panafricaniste, donc une internationaliste. Elle bénéficiait d'un grand respect de la part du colon, qu'il soit les colons qui se battaient, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il soit le Portugal, qui était le principal à se préoccuper de l'Angola, mais aussi les pays de l'Europe, notamment la Hollande ou les Pays-Bas, qui se sont battus de manière très féroce pour occuper l'espace et faire cette traite, continuer à faire perdurer la traite des esclaves. Voilà donc cette femme, ce qu'on peut en dire. Je voudrais insister sur la dimension, disons, de modèle. Les modèles
comme Nzinga, on en a beaucoup, mais on n'en a jamais assez. Nzinga est une référence mondiale. Je voudrais renvoyer à des personnalités qui ont beaucoup travaillé sur ces personnages-là. Et chez nous, c'est Ibrahima Babakaki, grand historien, guinéen, sénégalais, tout ce qu'on veut, qui a animé la collection Les grands hommes de l'histoire, les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire africaine, publiée au niveau des études africaines du Sénégal. Elle a consacré un ouvrage remarquable sur Nzinga, que je conseille que les amis de la plaque du souvenir puissent aller acquérir et surtout lire et faire lire à tous ceux qui veulent connaître les héros qui ont fait l'Afrique d'aujourd'hui. Devenu symbole de la lutte contre l'esclavage, elle décéda naturellement le 17 décembre 1663 au Matamba à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui, elle reste un repère culturel et une figure historique essentielle afin de comprendre la construction de l'identité angolaise. C'est la raison pour laquelle une statue a été érigée en son honneur à Luanda comme symbole de la résistance et de la liberté. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.